Tout un monde, Marie-Hélène Freixet. Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonjour, c'est sans doute le plus vieil instrument du monde, ce n'est pas le moins sophistiqué si l'on en juge par la manière dont on joue et dont on parle. Kutsi Erguner, notre invité, musicien, musicologue, joueur de ney, la flûte traditionnelle des soufis. Écoute le ney, il pleure de nostalgie, il enivre du feu de l'amour. Écrit Jalaluddin Rumi dans l'un des rares poèmes qui lui soit attribué à coup sûr. Rumi l'incandescent, dont Kutsi Erguner a croisé tout jeune le parcours, en un temps où la Turquie laïque et moderniste rejetait violemment tout ce qui avait trait aux confréries traditionnelles et à ce fameux instrument qui accueille le souffle, le ney, la flûte de roseau. Pour Kutsi Erguner, la flûte, c'est bien plus qu'un instrument. Elle est au cœur de sa vie, de ses croyances, de ses combats de musicien, d'adepte d'un islam ouvert, sensible, mais il se veut également exigeant quand il s'agit de préserver des formes musicales et rituelles menacées aujourd'hui par ce qu'il appelle le soufi boom, l'une des variantes de la spiritualité New Age et de la world music attrape-tout. Kutsi Erguner est avec nous à l'occasion de la parution de son ouvrage La flûte des origines, un soufi d'Istanbul dans la collection Terre humaine chez Plomb. Et Kutsi Erguner joue avec nous en direct pour les auditeurs de France Culture. Bonjour Kutsi. Bonjour. On vous écoute. Merci Kutsi Erguner en live, donc dans les studios de France Culture. Vous êtes tout près du micro car cette flûte de roseau a ceci de particulier que le son sort près de la bouche. Oui, en fait c'est une tige de roseau, comme Rumi le dit, séparée de sa roseraie. De sa roseraie qu'on appelle le Neistan, le pays de Ney, qui a été donc vidé de son intérieur. Et puis, on souffle obliquement dont le son est fait. On appelle d'ailleurs ces genres de flûtes aux embouchures biseautées. On embrasse la flûte.
D'ailleurs, je me suis trompée, c'est pas Roseraie, c'est Roselière. Roselière, voilà. Le lieu du roseau. Coetzee-Gunner, vous êtes connu partout dans le monde, vous avez joué avec les plus grands musiciens et on a l'impression qu'il y a deux pôles au fond dans votre travail. D'une part, une quête des origines, c'est d'ailleurs le titre de votre ouvrage, La flûte des origines, donc le retour à une pureté de cette flûte soufie. Et puis en même temps, vous n'hésitez pas à travailler avec des musiciens d'autres traditions et tout ça part de votre propre expérience qu'on va essayer de définir, qui est une expérience d'un petit garçon dans les rues d'Istanbul dans les années 50 qui jouait de la flûte avec son papa qui était un grand flûtiste mais qui jouait de manière quasi clandestine. Oui, enfin, clandestine en ce qui concerne la musique soufie, mais en ce qui concerne la musique savante ottomane, bon, il y avait la radio qui diffusait quand même des émissions. D'ailleurs, mon grand-père, il a été le premier à jouer le ney officiellement dans la maison de la radio, et donc mon père, il a succédé, mais uniquement en ce qui concerne la musique savante, une partie de la musique savante ottomane. Mais la musique des traditions soufis, de musique accompagnant les cérémonies de dervish tourneurs, d'autres confréries, était interdit comme il est toujours actuellement interdit officiellement, mais officieusement, il est un peu dans les vitrines de la Turquie. Alors les lieux de rassemblement de ces derviches tourneurs, donc qui sont des adeptes de Jalal-ud-Din Rumi, ça s'appelle le tekke, donc c'est une sorte de maison cultuelle où l'on se retrouve. Un lieu de rencontre qui architecturalement s'est développé au cours du temps, donc avec une salle qu'on appelle le Semahane, le lieu d'écoute, mais qui est à la fois le lieu de prière, aussi de salles de conversation, parce que la conversation était importante, des débats profonds sur la littérature, sur l'enseignement de Rumi, et aussi il y avait des gens qui vivaient sur place, mais ceci jusqu'en 1925. Après interdiction, et donc ça continue, mais à bas bruit, de manière extrêmement discrète. Ça continuait discrètement jusqu'aux années 70-80. Et à partir de 80, il y a eu un changement radical dans la société turque, parce que, bon, d'abord, on a pensé qu'il fallait une jeunesse plus religieuse, plus traditionnelle, contre la jeunesse communiste de l'époque. Donc on a encouragé certaines valeurs musulmanes, y compris les traditions soufis, la littérature. Mais cette récupération ne veut pas dire que la tradition continuait dans ses propres valeurs. C'était plutôt une exploitation politique, socio-culturelle, due à un changement de direction du pays. Quel est le statut aujourd'hui des Mevlevi dans la Turquie actuelle, donc avec un gouvernement islamique qui se dit moderne ? Si vous voulez, on ne peut pas parler en termes d'appartenance, parce que l'appartenance n'est plus, disons, justifiable, parce que les conflits sont abolis depuis 1925. Donc l'enseignement dans son propre contexte traditionnel, avec ses rites, avec ses initiations, n'existe plus. Donc aujourd'hui, ceux qui se disent Mevlevis, parce qu'ils savent tourner un petit peu, ils savent faire la cérémonie, ils jouent un peu la musique. Donc c'est devenu presque une profession, une décadence. Comme j'ai dit dans mon livre aussi, quand la vérité disparaît, bon, il en reste des cérémonies. Voilà. Donc nous en sommes là, il y a des cérémonies qui sont très belles, des fois même un peu trichées, adaptées au public européen, dans ces représentations européennes, mais on ne peut pas dire que la tradition continue. Alors vous racontez dans ce livre, La flûte des origines, comment, petit garçon, finalement vos parents, pour votre propre sécurité et pour ménager votre avenir, avaient été très discrets donc sur les questions de religion, et comment vous avez vous-même fait un chemin avec un vieil homme que vous avez rencontré à la mosquée et d'ailleurs qui a disparu mystérieusement. Personnage énigmatique. Vous savez, quand la société ne vous encourage pas à prendre au vif des valeurs dont les sociétés dégagent, bon, c'est très bien aussi, quelque part, parce que l'individu se trouve face à lui-même à faire des choix. Moi, j'ai dû faire ces choix un peu plus tôt par rapport à d'autres personnes, peut-être,
parce que je vivais dans une dualité qui me faisait poser des questions. Et donc, ces rencontres un peu hasardeuses dans une mosquée avec un homme âgé qui était très touchant, qui était lui-même très touché de voir un jeune garçon venir à la mosquée, essayer de prier, même un peu maladroitement, qui me transmettait un petit peu ses connaissances en ce qui concerne la pratique de la religion et puis certaines valeurs qui étaient vraiment une rencontre merveilleuse pour moi parce que ce n'était plus un garçon avec un homme d'un certain âge, peut-être c'était plutôt deux individus qui s'est rencontrés. Et alors après, quand vous avez raconté ça finalement à vos parents, ils ont pris en compte ce désir que vous aviez quand même de réinvestir la tradition familiale. Ben, écoutez, ça se fait pas aussi formellement, mais évidemment, je suis certain que mon père et l'entourage de mon père étaient très touchés que, Par vous-même, vous ayez retrouvé ça. voilà, et que je voulais vraiment apprendre et je voulais être avec eux. Et donc, de ce fait, depuis mon jeune âge, j'ai eu plutôt des amis de l'âge de mon père, de mon grand-père, que des amis de mon âge. Alors Et votre grand-père et votre père qui faisaient d'ailleurs le pèlerinage à Konya, là encore de manière extrêmement discrète, c'est-à-dire ils allaient d'Istanbul, ils franchissaient le Bosphore et ils allaient jusqu'à Konya, qui est le lieu où l'on célèbre Jalaluddin Rumi, donc le fondateur de la secte des Mevlevi, de la alors d'abord, confrérie j'aime pas plutôt. trop le mot secte parce que le Oui. secte c'est une idée trop fermée. C'est plutôt une confrérie, disons une communauté qui essaye de vivre selon l'enseignement de Rumi. Et les cérémonies à Konya ont commencé à partir des années 50, parce que jusque-là, c'était totalement interdit de se vêtir, parce qu'il y avait quand même une loi sur le vêtement. Donc la longue Et robe, le voilà, chapeau le conique. chapeau long, etc. Donc, tous ces vêtements symboliques qui ont quand même un sens très important, la cérémonie, la musique, la prière, etc., tout ça, c'était banni. Donc, on a commencé à faire les cérémonies un peu dans le but d'une commémoration qui devait être une démonstration d'une cérémonie, non pas la réalité d'une cérémonie. Et puis vite, on a compris que ça attirait beaucoup de gens. Et surtout, en 1968, le premier voyage en Europe qui a eu lieu ici à Rothschild, à la maison de Rothschild, organisé par l'UNESCO. Vous savez, à l'époque, il y avait une revue qui s'appelait Planète. Et il y avait un mouvement qu'on appelait la réalité fantastique, donc où tout le monde cherchait. Powell-Bergier. Voilà, Oui. avec Louis Powell et son entourage. Et donc, ils ont invité la cérémonie de David Turner parce que ça faisait partie d'une réalité fantastique qu'on pouvait trouver ailleurs. Et donc, ces cérémonies a déclenché quand même une conscience d'un intérêt énorme en Europe parmi les intellectuels et les artistes européens. Et donc, en face de ça, le gouvernement turc ne pouvait pas faire obstacle. Donc, on a décidé de faire des cérémonies à Konya qui étaient plus en plus dans un but touristique. Alors, Koutier Gunner, vous êtes certainement en France le plus illustre représentant de la tradition Mevlevi. Donc, votre ney est posé à côté de vous. On va écouter un morceau de ney, donc en hommage à Rumi, peut-être. D'accord.
Gunner au ney, à la flûte Sophie. Gunner, vous êtes l'un des plus illustres représentants donc de cette tradition dite des derviches tourneurs. Vous racontez donc l'origine de cette vocation dans votre livre La flûte des origines, un soufi d'Istanbul, donc qui vient de paraître dans la collection Terre humaine chez Plomb. Vous êtes en dialogue avec Dominique Sewan, une anthropologue qui est d'ailleurs elle-même très attentive à l'univers du son, puisqu'elle avait publié il y a quelques années un livre absolument passionnant sur la grande écoute qui se fait au Togo la nuit quand on écoute les esprits. Alors peut-être un mot sur le ney lui-même et sur cet aspect mystique qu'a cet instrument qui est au cœur de la confrérie des derviches tourneurs, et on entend bien en vous écoutant jouer Koutsi que le souffle de l'instrumentiste est très perceptible et il y a une signification aussi symbolique à ça. Bon, d'abord, il faut dire qu'il y a beaucoup de flûtes comme shakuhachi, par exemple au Japon, le ney pour les derviches tourneurs, le kena en Amérique du Sud, qui ont un rôle très méditatif, très profond, qui donnent à la musique un sens plus spirituel qu'on trouve dans d'autres instruments. Mais effectivement, il y a des conditionnements culturels. Par exemple, l'orgue, peut-être ça signifie immédiatement une religiosité pour ceux qui ont passé leur enfance dans une église à écouter l'orgue, mais qui peut signifier tout à fait autre chose pour d'autres personnes. Donc, au-delà même de ce conditionnement et des frontières culturelles, je connais par l'expérience, puisque maintenant j'ai joué un peu dans tous les coins du monde. Chaque fois que je joue le ney, même si ce n'est pas annoncé comme étant une musique soufie, comme musique profonde, même si on joue un répertoire savante, même on joue une musique beaucoup plus légère, les gens, ils ont toujours pensé qu'il s'agissait d'une musique profonde et religieuse. Mais Donc, le ney est présent en Égypte aussi. oui, mais donc c'est pas seulement l'instrument, parce qu'il y a aussi des contextes culturels qui ont donné une place différente à cet instrument. Et grâce à Jalaluddin Rumi, qui donc a initié son œuvre le Mathnavi, qui comporte 24 000 distiques, et qui commence avec les 18 premières, qui fait une métaphore entre le ney et l'état de l'homme, qui commence par Bishnavaznei, Hikayat Mikunet, Esjuda, Hikayat Mikunet. Écoute le ney qui a une histoire à te raconter. Ça, c'est du persan, ce que vous êtes en train de... Du persan, oui, qui va te décrire un chagrin de la séparation. Donc, évidemment, les clés, c'est écoute. Donc, Bishnev. Écoute, c'est très important parce que le Coran a commencé par li ou di, ikra. Donc, c'est un peu en réponse à cela. Donc, écoute. Et deuxièmement, il y a aussi cette idée de séparation. Séparation de quoi? D'un bien-aimé ou des choses qu'on portait de passion. Donc, il y a quand même une nostalgie profonde chez l'homme qui n'est pas toujours décrit, qui n'est pas toujours concrétisée, comprise, mais en secret, on est inconscient de cette nostalgie qui est là. Et cette nostalgie est très importante pour nous parce que, en réalité, l'origine de cette nostalgie vient d'un moment d'éternité avant que l'homme il soit incarné et mis à l'épreuve dans la vie de ce monde. Donc l'homme, il a besoin de se rappeler d'un autre état dans lequel il avait une certaine liberté de poids, de charge de ce monde. Et donc le ney a ce rôle de rappeler, un peu en métaphore évidemment, n'est-ce pas? Et donc il y a aussi une autre métaphore, si on a le temps, je voudrais vous décrire, parce que le roseau, il a des sections, il est complètement bouché, donc on ne peut pas faire le son tant qu'il n'est pas ouvert. Bon, pour l'ouvrir, le joueur de ney, il va chauffer une tige de métal et brûler à l'intérieur pour dégager tous ces obstacles qui empêchent de faire le son. Donc, l'homme, il est un peu dans cet état. Il a des obstacles. Il a des obstacles qui ne lui permettent pas de faire des actions qui sont directement de celui qui l'inspire. Donc, entre l'homme et le ney, il y a une histoire en parallèle. L'homme, il a besoin aussi d'être dégagé de ces obstacles, de ces passions futiles, pour qu'il soit plus limpide devant l'inspiration divine.
Et c'est le rôle du feu, puisque ce qui est au centre aussi de Rumi, c'est l'idée de l'incandescence. Voilà, bon, le feu, évidemment, on peut les remplacer par le feu de l'amour. Et qui était très important parce que, effectivement, pour trouver une maturité, il y a deux voies. Il y a la volonté de l'homme, et il y a aussi le destin qui vous brûle, qui vous dégage, qui est un peu la volonté des divins. C'est une grâce. Donc il faut, et les deux sont nécessaires. Il faut que l'homme, d'une part, se prépare pour être l'objet de cette grâce, mais le résultat, c'est toujours la grâce. Alors on écoute cette grâce, Gautier-Gunner, encore un dernier petit morceau de Ney que vous nous jouez dans les studios de France Culture pour tout un monde. Gautier-Gunner au Ney, merci d'avoir apporté votre instrument et de nous donner le privilège donc de ce morceau qui correspond à quoi, Gautier-Gunner? Alors, ce sont des improvisations. On dit que ce sont des improvisations, mais en réalité, il y a quand même une idée de mode, ce qu'on appelle le makam. Le makam, moi je l'ai défini comme ça, c'est un voyage mélodique ayant des degrés, des intervalles bien précis qui subissent à une hiérarchie bien précise. Donc, ce qu'on appelle le séir, c'est vraiment l'itinéraire. L'itinéraire qui a ses étapes, qui a ses objectifs au niveau sonore. Donc, on improvise en rétablissant ce voyage, ce que j'ai fait actuellement. Alors justement, ça pose toute la question qui est longuement soulevée dans votre ouvrage, La flûte des origines, c'est comment s'inscrire, comme vous le faites, dans une tradition exigeante, une tradition qui a été d'ailleurs l'objet d'une censure pendant très longtemps, et en même temps s'ouvrir aux autres musiques, puisque vous travaillez, l'un de vos derniers disques se fait avec un ensemble grec orthodoxe. Comment travailler en tant que musicologue dans des formes relativement fidèles à la tradition, mais qui ne se ferment pas sur elle-même, sans s'abattardir, puisque vous êtes très remonté, par exemple, dans cet ouvrage, contre ce que vous appelez le soufi boom, alors qui, sur le plan spirituel, est une espèce de sauce soufi pour une espèce de pseudo-spiritualité un peu attrape-tout. Donc, dans le domaine musical, comme dans le domaine spirituel, vous êtes dans l'entre-deux et c'est pas confortable. Bah, moi, je pense que la musique, c'est un art qui doit être du temps présent. Il réunit le passé et le futur dans le temps présent. S'il n'y a pas du temps présent, ça devient une musique passéiste. Ça devient une musique académique, un document sonore, mais non pas une musique, vraiment.
Donc, je pense qu'on peut adapter ça à d'autres traditions spirituelles parce qu'il ne s'agit pas d'une commémoration, mais il s'agit d'un temps présent qui a ses références, donc est enrichi par un passé avec des expériences précédentes. Donc, si on n'a pas cette possibilité de réunir de temps divers dans le temps présent, je crois qu'aucune tradition n'est une tradition vivante. Il devient une tradition seulement. Donc, je pense que les religions aussi, ils sont dans ces situations parce que beaucoup de fois, on est passéiste. Il y a quand même un temps présent. Et donc, il faut comprendre, il faut que les révélations, la théologie, la religion, les expériences, la culture, la civilisation nous aident à comprendre ça. Alors, ce qui est aujourd'hui dommage pour la modernité a créé une ère qui a unifié un petit peu toutes les civilisations et donc les valeurs authentiques des autres pays sont devenues un petit peu comme des échantillons d'un passé qu'on aime bien regarder de temps en temps. Surtout que l'authentique, c'est toujours extrêmement problématique et relatif. Voilà. Donc pour moi, ce qui est le problématique, c'est de voir comment ces choses enrichissent le temps présent. Alors, je pense que si on doit concevoir une culture globale, cette globalité ne doit pas venir seulement d'une partie du monde, mais il y a tout le reste du monde qui peut enrichir cette globalité. Et même s'ils sont dans un état aujourd'hui un peu délaissé, il faut les valoriser. Je pense que le monde musulman aussi est dans cette même situation, parce qu'on a eu une civilisation. Cette civilisation est riche de la littérature, est riche de pensées, des réflexions théologiques, des adaptations à des moments divers de la théologie. Donc on ne peut pas mettre tout cela de côté et vivre une modernité ou être un réactionnaire contre cela. Donc je crois que le problématique aujourd'hui, c'est qu'on doit absolument créer des aires civilisationnelles qui permettaient dans le passé des divergences religieuses de vivre en communauté en bonne entente, comme cela a eu dans ma ville à Istanbul, parce qu'on a eu des Juifs, des Grecs, des Arméniens, qui ont vécu dans une même civilisation avec le goût en commun en musique, en ce qu'on mange, dans la façon de vivre. Donc on a besoin de cet élément. Alors ce qu'on fait dans la modernité, on veut recréer ça artificiellement comme des idées qui donnent la paix, etc. Mais la paix, il existait, on a perturbé cette paix. Alors c'est un vaste débat, on pourrait reparler longtemps de ce monde ottoman d'autrefois très, très inclusif et puis aussi, mais malheureusement on n'aura pas le temps, mais c'est très important évidemment, du rôle que peuvent jouer les confréries soufis aujourd'hui dans un islam qui se veut ouvert, qui se veut en dialogue. Oui, là-dessus aussi, il y a beaucoup de problèmes parce qu'on parle un peu de ce qu'on appelle l'islam light aujourd'hui, ou l'islam moderne. Et effectivement, il y a une problématique du monde musulman à s'adapter dans le monde moderne. Mais la question, est-ce qu'il faut qu'il s'adapte ? Parce que le monde moderne a besoin d'être critiqué aussi. Donc, alors, si ces critiques viennent d'un intellectuel européen, il est tout de suite accepté, mais si ça vient d'ailleurs, on est tout de suite réticent. Donc, effectivement, aujourd'hui, le problème, tout le monde se prend pour un théologien. Donc, il y a quand même une connaissance, il y a quand même une accumulation, il y a le Coran, il y a les hadiths de prophètes, il y a toute une série de documents théologiques qui sont nécessaires pour comprendre la situation. Donc, on ne peut pas faire les choses juste en entendant 2-3 mots par-ci par-là et faire et partir pour créer un islam light. Je crois que c'est une erreur. Voilà, bien des réflexions qu'on va retrouver, Qudsi Ergouner, dans cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions Plomb, collection Terre humaine, La flûte des origines, un soufi d'Istanbul, donc en collaboration avec Dominique Sewan. Et puis on vous retrouve également dans un certain nombre de concerts. Hein, vous tournez souvent en France. Et puis vos 2 derniers disques, donc un, je le disais, qui est fait avec un groupe grec orthodoxe, c'est bien ça ? Ce sont des compositions
des Istanbuliotes et des Grecs Istanbuliotes. D'ailleurs, il y en a un qui était un joueur du ney, qui était à la fois le chantre à la patriarcat, et il était aussi un joueur du ney dans la confrérie Mevlevi. Donc il y a ces compositions en langue grecque. Donc les lyriques sont en grec, mais les formes sont ottomanes, et ce sont des œuvres qui ont été délaissées par les Grecs parce qu'ils étaient accusés d'être turcs, et les Turcs ils ont laissé parce qu'ils étaient accusés d'être grecs. Voilà une belle rencontre, l'une de vos dernières productions, et une production vraiment soufie qui s'appelle Soufiane, donc Koutsi, Ergoner ensemble. Merci. Et c'est la fin de Tout un monde, le magazine des cultures et des identités en mouvement. À la prise de son, Jean-Richard Dufour, à la réalisation, Vanessa Nadjar. Tout un monde, chaque mardi, avec la collaboration de Claude Armand de Castio, vous est proposé par Marie-Hélène Freissé. Sur France Culture, où vous attend maintenant, dans son salon noir, Vincent Charpentier.